Bonjour à tous, on se retrouve pour un résumé de nos séances de TD en liberté publique. Alors ça va être très simple le fonctionnement, je vais prendre les plaquettes une à une et je vais donner les grandes idées sans rentrer forcément dans le détail. Et voilà, donc il y aura deux parties. La première, ça sera une appréciation générale du TD et la deuxième vidéo, ça sera nos devoirs maison que nous allons expliciter en détail. Alors, la première séance que Madame du Colombier nous a donnée s'intitule Liberté publique, droits de l'homme, droits fondamentaux. Alors les deux premières séances, il y en a 7 au total, les deux premières ce sont globalement des outils qu'elle nous a donnés pour appréhender la matière et toutes les autres en fait ce sont des plaquettes basées sur des notions, euh, la vie, la mort, la liberté d'expression, l'égalité, la liberté de conscience. Alors, séance 1, je vous lis les objectifs de la séance. Cette première séance vise à appréhender les notions de liberté publique, de droits fondamentaux et de droits de l'homme. Les étudiants seront amenés à réfléchir sur les différences sémantiques et conceptuelles, ainsi que sur leurs conséquences pour la définition de la discipline. L'éclairage d'une approche historique sera proposé. L'unité conceptuelle du droit des droits et libertés fondamentaux sera questionnée, ainsi que la hiérarchie et la conciliation entre les droits et les libertés protégées, notamment du point de vue de leur justiciabilité. Différentes typologies permettront de les classer. Alors, cette séance, elle est introductive, évidemment. Déjà, le terme liberté publique, il faut que vous ayez en tête que c'est une matière publiciste, les libertés publiques, que on s'intéresse surtout aux droits dont jouissent les particuliers et l'intérêt de cette matière, c'est de savoir comment un particulier peut réagir si l'un de ses droits a été atteint, a été violé, et notamment violé par l'État français, par l'administration ou par la puissance publique. Voilà pourquoi c'est une matière publique. Il n'est pas question de voir les relations entre particulier et particulier dans cette matière. Ensuite, le terme droit de l'homme, il est un peu fourre-tout, je en conviens, et dans le cours, surtout en introduction, vous avez plein de classifications. Vous savez, les droits de première génération, de seconde génération, de troisième génération, mais il y a plein de terminologies à ce propos. Les droits de l'homme, tout le monde connaît, hein, monsieur tout le monde connaît, on pense directement au droit à la vie, au droit de la liberté d'expression, le droit le droit de la dignité humaine, et inversement, on pense aux droits qui sont interdits, la peine de mort, la torture, c'est interdit, euh, ou les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont interdits. Les droits de l'homme, donc, vous aurez compris que ce sont des droits essentiels relatifs à l'homme, très importants et qui sont placés hiérarchiquement tout en haut. Droits fondamentaux, bah, fondamental, ça veut dire que c'est essentiel, que c'est bien supérieur à d'autres droits dans la hiérarchie des normes. Euh, Droits de l'homme, vous pensez évidemment à la Convention européenne des droits de l'homme qui en consacre un bon paquet avec ses protocoles additionnels en plus. Alors, on nous a demandé dans cette séance, c'est un peu du blabla cette séance, mais de nous interroger sur la sémantique et les visions conceptuelles. Bah, la sémantique, elle est toute importante parce que selon l'idée, selon l'acceptation se fait d'un droit, de comment on le qualifie, et ben le particulier va s'en prévaloir de manière différente et différemment devant le juge administratif, devant le juge judiciaire, devant le juge européen. Donc c'est important de bien qualifier. Et conceptuel, bah oui, parce que un droit peut être proscrit ou tout autre doit être accepté ou être totalement différent pour les juges.
Mais je vous rassure, c'est pas très important pour votre partiel. D'ailleurs, parlons-en. Votre partiel, c'est des questions de cours. Du Colombier, sans doute, attend tout. C'est comme ça, quand on voit le sujet de ces partiels, ça tombe sur tout. Et vous gagnerez des points en apprenant tout, bêtement. Enfin, il n'y a pas. Après, si vous manquez de connaissances, bah, c'est là où cette vidéo sert. Montrez que vous avez un peu réfléchi à la matière et faites les ponts entre les séances. C'est très bien vu, je pense, par la prof quand même. Mais je pense pas que ça serait l'essentiel pour vous faire des points. Alors, euh, pour l'éclairage historique de l'émergence de ces droits de l'homme, de ces droits fondamentaux, le point de départ, il y en a pas vraiment, on l'a pas vraiment dit, mais il y a en France évidemment la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose un bon nombre de principes. La liberté individuelle en son article 17, l'égalité devant la loi, article 6, l'égalité devant les charges publiques, article 13. Bon. Et au niveau européen, eh bien, vous savez que la que la convention euh, est issue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1950 et que pour des raisons historiques en Allemagne, en Italie, vous les connaissez, il était question de protéger au mieux ces droits. Alors, euh, vous savez qu'il y a des droits, il y a une hiérarchie. Bon, là, vous remettez la hiérarchie de Kelsen. Et je crois que on aura tout dit pour cette première séance. Alors, la séance numéro 2. La séance numéro 2 s'intitule Les mécanismes juridictionnels et nationaux et européens de protection des libertés. Alors, l'objectif de la séance, c'était que la séance se concentrera sur l'étude des mécanismes contentieux de garantie des droits et libertés fondamentaux, à travers le référé liberté devant la juridiction administrative, la question prioritaire de constitutionnalité, la compétence du juge judiciaire et les conditions de recevabilité d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sera aussi étudié le contrôle de proportionnalité qui sera au cœur de l'analyse. Alors, cette plaquette, c'était quoi? C'était, je vous ai dit, c'est des outils qu'elle nous donne pour mieux appréhender la matière. Bah, c'est surtout des outils qui sont à la disposition du juge. Lorsque le juge a une affaire, lorsqu'il fait son contrôle, il va contrôler si tel droit a été violé, si tel droit a été protégé, et il y a plusieurs techniques juridiques. Alors, elle a énoncé le référé liberté, mais je laisse Florent faire un topo dessus. Alors, il y a un autre que vous connaissez très bien, c'est la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui est instituée en 2008 par une décision constite. Et je ne vais pas m'étendre. Les trois conditions. L'affaire, il faut que l'affaire n'a pas été jugée. Il faut que la question soit sérieuse. Et il faut que ce soit une question nouvelle. Voilà. C'est un mécanisme de garantie a posteriori euh, pour le justiciable. Et c'est une garantie, ça renforce en fait euh, la garantie, la protection de ses droits fondamentaux, de ses libertés. C'est un rempart contre l'arbitraire de l'État. Alors, la compétence du juge judiciaire. Pourquoi en parler alors que je vous ai dit que c'est une matière publiciste? Eh bien parce qu'il y a des domaines qui sont, il y en a très peu, mais qui sont régis, qui sont de la compétence du juge judiciaire. Et là, on peut parler de la voie de fait, évidemment, avec les arrêts, enfin le tribunal de conflit de 2013, Bergoend, voilà. S'agissant des conditions de recevabilité de la Cour européenne, eh bien, il faut savoir déjà que
Il y en a énormément, mais très peu sont reçus. J'avais lu genre 90% des recours sont rejetés. Il faut que l'ensemble des recours en voie interne aient été épuisés. C'est-à-dire que on ne peut pas passer, griller l'étape et aller devant la cour et ensuite devant le Conseil d'État. Non, il faut d'abord aller devant le tribunal de première instance, la cour d'appel, et ensuite la juridiction suprême, et ensuite aller devant la CEDH seulement. Et il faut préciser, et je vous ai dit c'est une matière publiciste, donc ce recours est ouvert aux particuliers contre les États. Donc c'est pas un recours État contre État, c'est pas un recours particulier contre particulier. C'est pour ça que dans les décisions CEDH, vous avez euh, As contre Suisse par exemple, CEDH, et vous n'aurez jamais Belgique contre Royaume-Uni, ça n'existe pas. Alors, le contrôle de proportionnalité, donc ça c'est un mécanisme, c'est un outil qui peut vous servir dans d'autres matières, donc celui-là vous le retrouverez certainement, hein. En gros, le contrôle de proportionnalité, il sert au juge, quand il fait son contrôle, il va faire l'examen d'une mesure et il va se demander trois choses. La première chose, c'est si cette mesure est nécessaire. La deuxième chose, c'est si la mesure est adaptée. La troisième chose, c'est si la mesure est strictement proportionnée au but poursuivi. Et en fait, il faut remplir ces trois conditions pour qu'une norme soit reconnue et validée. Euh, adapté ni plus ni moins, donc il faut trouver le juste milieu. Proportionné, excusez-moi, là je me suis trompé avec proportionné, adapté aux circonstances, donc par rapport à l'objet qui est visé, hein, et nécessaire, ni plus ni moins. Donc ça, c'était la séance sur les mécanismes juridictionnels nationaux européens de protection des libertés. Dans cette discipline, il faut toujours avoir en tête plusieurs échelons. Le droit interne, donc le droit français pour nous. Le droit européen, donc le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit de l'Union européenne, qui est très peu abordé dans ce cours, mais dont on peut faire référence, notamment avec l'introduction de la Charte des droits fondamentaux. Et enfin, le droit international, dont on n'a absolument pas vu, mais avec la Cour internationale de justice et les normes de Jus Cogens que j'adore et dont vous commencez à adorer. Alors la séance 3, c'est la première séance thématique. Donc elle s'intitule Donner la vie. L'objectif de la séance était multiple. Existe-t-il un droit à la procréation? Il s'agira pour les étudiants de connaître les moyens d'assistance à la procréation prévus et encadrés par le droit, ainsi que les moyens interdits. Les notions suivantes et leur régime juridique devront être maîtrisés. Alors c'est quoi ces notions qu'on nous a demandé? L'assistance médicale à la procréation, AMP, la gestation pour autrui, GPA, et le principe d'indisponibilité du corps humain. L'étude de l'ensemble documentaire ci-dessous permettra aux étudiants d'identifier les évolutions jurisprudentielles internes suscitées par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les potentielles évolutions législatives des régimes concernés. Alors, on aurait pu ajouter la PMA. Donc, il y a plusieurs choses à retenir de cette plaquette. Déjà, autre notion importante avec le contrôle de proportionnalité, c'est la notion de marge d'appréciation des États. Alors, elle revient fréquemment dans le cours et c'est la possibilité, c'est la liberté qui est accordée aux États pour adapter une norme de la CEDH, pour adapter son droit interne. En effet, la CEDH a plusieurs articles, mais qui sont écrits en de termes généraux, et c'est fait exprès, c'est pour que les États puissent adapter ce droit au droit interne.
Vous comprenez que si la CEDH était formulée en deux termes très précis, alors bon nombre d'États violeraient la Convention. De manière plus pragmatique, la France, par exemple, interdit l'euthanasie alors qu'elle est autorisée en Belgique. Et il faut faire l'examen par rapport à l'article 2 de la CEDH. Donc, comme c'est formulé en de termes très généraux, eh bien, la Convention, la Cour européenne, laisse une marge d'appréciation aux États, libre à eux dans la limite fixée quand même, d'adapter ce droit. Parce que il y a des droits qui effectivement sont plus souples, des dispositions plus souples, alors que d'autres sont, comme on l'a vu, strictement prohibés, interdiction de la torture, des peines. Bon, alors, l'AMP et la GPA, c'est pas la même chose, même si les deux notions suivent une même logique qui est celle de l'élargissement de l'AMP et de l'élargissement de la GPA. La GPA, disons-le directement, qu'elle est interdite en France. Voilà. Et ça n'a pas bougé depuis l'arrêt de 1991. La GPA, même s'il y a eu des arrêts avec l'arrêt Ménesson contre France en 2014 de la CEDH ou un arrêt de 2019, eh bien la GPA est toujours restée interdite. L'AMP, donc vous pensez à la PMA, à la procréation médicalement assistée, eh bien avant elle était bien sûr dans le temps interdite, donc c'était des idées très conservatrices, ça a été étendu peu à peu, il y a eu le Pax, il y a eu donc à la fois d'abord toujours dans cette logique pour les couples hétérosexuels et ensuite pour les couples homosexuels. Les questions se posaient effectivement quant à la filiation de l'enfant euh, pour ces techniques. Et, derrière toutes ces affaires juridiques, il y a toujours la question pour le juge de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès qu'il juge, il va mettre les différents intérêts en balance, mais toujours prendre une mesure par rapport à l'intérêt de l'enfant ou des requérants. Et c'est ce qui explique pourquoi la GPA, en fait, même si elle est interdite en France, elle est parfois, en fait, elle est admise, mais de fait, euh, sans l'admettre. Alors, justement, par exemple, pour la GPA, on a Satare Meneson qui, en fait, il accepte la transcription d'actes faits à l'étranger au registre civil français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il acceptait la GPA, mais pour autant, il ne reconnaît pas, enfin, il laisse la France interdire la GPA. Vous voyez que là, la CEDH n'intervient pas dans le droit, mais a quand même une influence. Et alors pourquoi on admet en fait cette retranscription alors que le droit interdit formellement la GPA? Eh bien, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Parce qu'on ne peut pas laisser l'enfant comme ça. Imaginez qu'il y a un couple qui va à l'étranger, hein, aux États-Unis, il fait son marché, sa GPA, hein, il revient en France. Et là, on ne va pas dire à la famille, mais ça, c'est pas votre enfant. Il faut bien trouver une solution. Enfin, l'enfant, il est là, il est dans la famille. C'est peut-être une famille de fait, mais elle est là. Donc, il faut trouver une solution. Donc, ce qu'on va faire, c'est encourager les familles à d'abord, de manière chronologique, passer par l'adoption. Si l'adoption n'a pas été faite rapidement, admettons, l'enfant est dans la famille depuis 15 ans et il n'y a pas eu d'adoption, eh ben, on va pas priver l'enfant de ses liens de filiation. Et c'est là où on autorise la transcription, mais qu'à titre subsidiaire. Il y a bien un ordre logique hein, dans les. Alors, oui, cette séance, c'est la première fois où on a eu connaissance du CSP, euh, du Code de la santé publique, mais les dispositions, vous n'avez pas spécialement besoin de les retenir, je pense. Et la notion de principe d'indisponibilité du corps humain, donc là, c'est l'interdiction de la vente de son, de ses- de son corps, par exemple. Je vous avoue que c'est pas trop étudié. Donc, vous voyez que ce qu'il faut retenir, c'est que
les décisions ont été largement influencées par le droit de la CEDH, euh, et qu'en plus de cela, le droit français, le droit interne, doit en prendre compte. On passe à la séance 4. La séance 4, c'est la liberté de mourir. Alors, l'objectif de la séance, c'était, je vous le lis, si le fait de donner volontairement la mort en autrui constitue un meurtre, d'après l'article 221-1 du Code pénal. Le droit est confronté à la fin de vie à travers les questions de l'euthanasie et des conditions d'arrêt des traitements médicaux, notamment à propos du consentement du patient et de ses proches. L'étude de ces thèmes permettra aux étudiants de comprendre les difficultés posées par l'appréhension juridique de la mort sous l'angle des droits et libertés fondamentaux. Alors, la mort. Et je sais que dans le cours, il y a des passages sur la peine de mort, les peines privatives, euh, la torture. Bon, ici, c'est pas ça, hein. Clairement, on ne parle pas de meurtre et tout. Nous, notre séance a été axée sur la mort dans le cadre hospitalier médical, et notamment en fin de vie d'un patient. Alors, du coup, il y a plusieurs notions dans le cours qui réapparaissent. C'est l'euthanasie, c'est la sédation profonde, c'est l'arrêt des traitements médicaux, de ces conditions d'arrêt, de l'acharnement thérapeutique. Euh, voilà. Et notamment la question du consentement du patient, qui est très importante. En fait, c'est ça qui détermine euh, si on va mettre un terme ou non à un traitement. Donc déjà, par exemple pour Vincent Lambert, eh ben, les médecins vont rechercher si la Vincent Lambert avait donné son consentement ou non. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas le cas, on va voir la famille, on va voir les proches. Et eux, on va voir quel est l'avis qu'ils ont donné, quel avis ils vont donner. Le problème, c'est que au sein d'une famille, il peut y avoir des tensions. Et c'est le cas dans l'affaire Lambert, justement. Il y a les parents qui sont pour le maintien en vie et je sais plus qui, je crois que c'était le neveu, qui était pour la fin du maintien artificiel de Vincent Lambert en vie. Et enfin, troisième acteur, c'est le personnel médical, les médecins, qui, en fait, il y a un groupe d'experts qui se réunit dans une procédure collégiale, qui vont donner une avis, et c'est eux qui ont autorité, parfois, pour la décision à prendre. C'est le cas notamment d'un arrêt, Conseil d'État 2017, assistance publique, hôpitaux de Marseille. Cette question de liberté de mourir, évidemment, pose des questions éthiques, morales et sociétales, mais ça c'est pas vraiment juridique. Mais surtout, par rapport au droit à la dignité humaine, si on raccroche aux libertés publiques, c'est c'est une notion qui amène à réfléchir à comment amener une personne de manière digne dans ses derniers jours. Euh, et, et la France, par exemple, elle interdit l'euthanasie active, mais elle autorise l'euthanasie passive. Autrement dit, ce qui s'est passé pour l'affaire Vincent Lambert, on a décidé de mettre fin du coup au traitement, mais on ne retenait pas le qualificatif d'euthanasie. Voilà. Ça a été mis fin en vue d'éviter l'acharnement thérapeutique. Euh, alors, on est, il y a donc l'influence quand même des juridictions, des décisions, des jugements, mais ça n'a pas empêché plusieurs familles d'utiliser l'ensemble des voies de recours, et surtout la famille Lambert. Il n'y a pas besoin spécialement de tout apprendre, mais pour vous donner une idée, les parents ont formé un recours devant le tribunal, rejet, devant la cour d'appel, rejet, devant le Conseil d'État en 2014, rejet, devant la Cour européenne des droits de l'homme, rejet. Ensuite,
parce qu'il y a eu un nouveau médecin qui est intervenu, ils ont pu refaire un recours, rejet. Il y a eu le comité des droits de l'homme à l'ONU qui a donné son avis en faveur. Enfin, ça a fait intervenir, c'était tout un bordel. Et puis c'était pas terminé parce qu'à la fin, il y a eu de nouveau des recours qui ont été faits par les parents Lambert, soi-disant parce que, selon eux, le motif qu'ils ont avancé, c'était que la liberté individuelle de leur fils a été atteinte, article 66 de la Constitution. Évidemment, c'était un argument juridique totalement bidon, et donc rejet. Mais c'est pour vous montrer que il y a possibilité d'utiliser l'ensemble des voies de recours, mais dans des affaires, c'est d'autant plus visible. Et je conclurai dans cette séance en vous indiquant qu'il y a des organes qui ne sont pas juridiques, mais qui ont une influence incroyable dans l'évolution de ces thèmes. Exemple du Comité consultatif national éthique, euh, CCNE. Alors, ce Comité consultatif national éthique, il rend des avis qui ne sont pas juridiques et qui ne sont pas contraignants. Mais en fait, c'est des propositions en vue de faire bouger les choses au Parlement. Mais il a une influence. Il a une influence. Par exemple, euh, il a, euh, il y avait une loi de 2015 de Leonetti qui déjà aménageait la fin de vie des patients et euh, il y a des experts de ce comité qui euh, admettent par exemple implicitement l'euthanasie, voilà, ou au moins la fin de vie, le fait d'accompagner. Et donc il y a une rupture avec d'ancienne jurisprudence qu'on n'a pas cherché dans ce TD. Enfin, là c'est plus pour le LOL, il y a l'arrêt. Oui, c'est. Attendez, je me trompe pas de la juridiction. As contre Suisse, donc c'est CEDH, naturellement, euh, de 2011. Et donc c'était un patient As, qui voulait mettre fin à sa vie, mais ça n'a pas été retenu. Personne ne l'a pas retenu parce que il était dans des dispositions un peu pas dans un très bon état d'esprit, dans un état normal. Donc, on lui a refusé l'arrêt de ses traitements. On a, euh, on a l'arrêt témoin de Jéhovah que j'adore, du Conseil d'État, c'est une ordonnance de 2002. Là, clairement, ça montre que les médecins sont assez protégés en la matière. Les témoins de Jéhovah, certains, en fait, il y en a, par principe, chez eux, ils refusent la transfusion sanguine. Et donc, bah, ce qui fait que ça a pour conséquence de mettre fin à leur vie, en fait, le fait de refuser ces traitements. Et dans ce cas d'espèce, le médecin est intervenu et il a sauvé la vie. Mais voilà, sa responsabilité, quand bien même il a vicié le consentement du patient, ne peut pas être engagée. C'est les cours de droit de la responsabilité administrative que vous avez adoré. Alors on passe à enfin la dernière séance qu'on a faite en présentiel avant le confinement, séance numéro 5, la notion d'égalité. Alors l'égalité se concrétise d'abord par le droit à la non-discrimination, qui interdit le traitement fondé sur certains critères illégitimes, ainsi que le traitement différent, injustifié de situations semblables. Les étudiants doivent maîtriser les différents concepts qui visent à identifier les discriminations, telles les discriminations directes et indirectes. Ce droit à la discrimination est concrétisé dans une multitude de sources du droit français, de l'Union européenne, de droit international et européen, qu'il conviendra de connaître. Le régime de la preuve en la matière de discrimination est aussi abordé. La deuxième phase de l'égalité en droit des droits et libertés fondamentaux correspondent à un objectif réel prenant davantage en compte les différences. Cet objectif d'égalité réelle, aussi appelé égalité matérielle ou égalité de fait, se retrouve notamment dans les dispositifs de discrimination positive ou encore ceux visant la réduction des inégalités économiques et sociales. La parité est ici choisie comme exemple. Alors, l'égalité, au moins, c'est une thématique qui peut se retrouver dans plein d'autres disciplines, donc c'est sans doute celle qui mériterait le plus d'attention.
Alors, l'égalité en France, c'est des principes qui historiquement remontent de la DDHC. On les retrouve partout, surtout que la France est connue pour être assez égalitariste. Et déjà, on peut distinguer deux types de discrimination, la discrimination positive, la discrimination négative. La discrimination négative, il y a un ensemble de matières euh, pour lesquelles on ne peut pas fonder on n'a pas le droit de porter atteinte, hein. Le genre, le sexe, les critères raciaux, euh, ça c'est des discriminations négatives et qui sont strictement prohibées. Les discriminations positives impliquent des aménagements, hein, que le législateur consacre en vue de parvenir à une égalité réelle. C'est l'exemple des quotas pour arriver à une équité. C'est l'exemple de la parité. Euh, Certains connaissent par exemple cette photo où on a trois personnes qui sont sur une boîte. Mais en fait, les trois personnes sur ce stade sont de tailles différentes et il s'agissait de les mettre au même niveau. Donc, il y avait une personne très grande, donc elle avait un petit bac. Une personne moyenne, donc on lui a fait monter. Et la personne tout petite a été mise à ce niveau-là. Comme ça, ils étaient tous au même niveau. Vous voyez qu'il y a quand même une discrimination qui est mise en œuvre. Et pourtant, on aboutit à une égalité réelle. Alors l'égalité, vous la déclinez en deux versants. L'égalité formelle et l'égalité réelle. L'égalité formelle, mais c'est prendre la situation comme telle et mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mais ceci peut amener des inégalités. Par exemple, l'égalité formelle n'induit pas la prise en compte de tiers-temps pendant vos épreuves. Euh, l'égalité réelle, c'est ça qu'on retrouve lorsqu'on parle d'égalité tout court. C'est celle dont on parle. Euh, mais en fait, l'égalité en tant que telle, juste tout seul, n'est pas invocable. Devant une juridiction, devant le juge, vous ne verrez personne dire j'invoque le principe d'égalité au nom du principe d'égalité. Non. Alors pourquoi ça? Parce que c'est des termes, c'est des termes, c'est un terme trop général et que ça serait assez dangereux. Par contre, ce qu'on a fait du coup, c'est prendre une autre version de l'égalité, c'est l'égalité réelle. Et ça, c'est justement le fait de discriminer, le fait de mettre des aménagements spéciaux en vue d'établir une équité. Et ça, c'est pas automatique dans le droit positif. Il y a des décisions constitutionnelles qui consacrent des objectifs à valeur constitutionnelle. Euh, Par exemple, qu'est-ce que je sais pas, s'agissant de la parité dans des conseils d'administration. Voilà. C'est une décision de 2015, c'était une QPC, conférence des présidents d'université. On a également des lois de parité, hein. On a des lois relatives à l'égalité homme-femme, par exemple la décision constitutionnelle du 16 mars 2006. Euh, alors, quelques exemples de domaines où on applique l'égalité, par exemple pour la gratuité des musées, euh, pour dans les entreprises, donc ça c'est l'arrêt Baxter. Baxter qui est du Conseil d'État de 1997. On a Madame Perreux, hein, du Conseil d'État de 2009, que ceux qui ont système juridique du lieu connaissent, hein, où on peut invoquer directement à son profit, le requérant peut invoquer une directive non transposée. On a Tlimenos contre Grèce, qui là met en œuvre l'égalité réelle. Donc c'est prendre en compte le fait qu'il y a deux situations différentes pour les amener au même pied d'égalité. Voilà. On a en France l'arrêt d'Honoyer et Schork de 1974 qui admet le même principe. Deux situations différentes méritent un traitement différencié en vue d'aboutir à une égalité. Voilà.
Ça, c'était l'égalité et les discriminations. Alors, du coup, séance 6 et 7, il y a quasiment personne là en TD chez nous qui les ont bossés. Moi, j'ai fait le commentaire, mais on n'a rien glandé. Donc, la séance 6, c'était relative à la liberté d'expression. Il s'agira d'abord d'étudier l'encadrement juridique général de la liberté d'expression en droit français ainsi qu'en droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agira ensuite d'aborder la liberté d'expression en relation avec deux thèmes précis, le négationnisme et la consultation de sites internet faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Enfin, la problématique de fausses informations sera discutée. Alors, moi, le seul arrêt que je retiens, c'est l'arrêt, et il faudra en apprendre plus pour le partiel, l'arrêt Dieudonné Mbalabala. Voilà, donc c'est un humoriste que certains connaissent, qui tient des propos antisémites, jugés antisémites, voire négationnistes. Et ce petit malin est allé jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais son recours a été rejeté. Il a essayé d'invoquer l'article 17 de la CEDH sans succès. Alors, la liberté d'expression, là encore, c'est toujours d'ordre public. Il faut protéger une liberté qui est fondamentale, celle de s'exprimer, et en même temps, ne pas porter atteinte aux mœurs, à la conscience. Et donc, ça passe par la censure. Donc, il y a une mise en balance. La liberté d'expression n'est pas absolue en soi. Euh, donc, il semblerait quand même qu'en France, elle est assez encadrée. On le voit avec des organes comme le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui mettent en œuvre un filtrage. Euh, on le voit en période électorale où on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. La liberté d'expression, d'accord, mais il faut pas qu'elle soit diffamatoire. Il ne faut pas que ce soit des injures, des insultes, du racisme. Donc, elle est encadrée. Alors, le négationnisme, ça n'a pas spécialement été vu ni vanté ni en cours. Rappelons-le, c'est le fait de nier des faits historiques. On pense par exemple à la Shoah. Et il y a une loi Guesso justement qui interdit de remettre en cause. Ça montre bien que le législateur il s'immisce dans la liberté d'expression et il la restreint. Et ça, c'est critiquable justement du point de vue des libertés. Il y a beaucoup de juristes qui s'y opposent. Et par exemple, autre problème par rapport aux libertés fondamentales, c'est la répression en fait de consultation de sites internet. Euh, on soupçonnerait quelqu'un d'avoir des tentations terroristes. Bon, bah, quelqu'un qui irait sur un site terroriste, est-il pour autant un terroriste? Pas forcément. Mais la puissance publique décide de mettre en place un système préventif et ceci peut questionner. Mais ça peut être justifiable pour des questions sécuritaires. Et la consultation de sites internet, donc notamment la question des fake news, euh, là encore, on avait une décision où il y avait une décision je crois, de 2018, où il y avait La République en marche, le groupe parlementaire d'Emmanuel Macron qui euh, voulait contrôler les fausses informations suite au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ou pendant son élection présidentielle. Ça a été fortement critiqué par l'opposition parlementaire. Et tout cela subordonné au contrôle du CSA, par exemple, ou des opérateurs économiques. Et enfin, on termine avec la liberté religieuse, thème qu'on n'a pas trop traité non plus, hein, voilà. Alors, la liberté religieuse en droit des droits et libertés fondamentales est abordée de manière générale, d'une part avec la question du respect de la laïcité par les personnes publiques, donc avantage pour ceux qui ont fait droit des cultes et des religions, et d'autre part la liberté d'expression et d'extériorisation des convictions religieuses dans l'espace public. Donc, la liberté de conscience est aussi à étudier. C'est une plaquette où il y a plein de jurisprudence, où il y a du contentieux avec des personnes voilées. C'est elle qui pose manifestement problème dans la jurisprudence. Donc on a des jurisprudences comme une loi de 2001 de mémoire qui interdit le port du voile intégral, par exemple dans, dans les facultés, à l'école.
On a une loi de 2010 qui interdit le port de la burqa. Euh, voilà, c'est pour des questions sécuritaires, mais on ne restreint pas justement pour censurer une religion, mais pour des questions d'ordre public, comment on dit, le vivre ensemble, voilà. Euh, mais on doit quand même permettre aux croyants de pratiquer leur culte, et il y a beaucoup de jurisprudence, de l'OTSI 1, voilà. Alors, comme j'ai pas fait la plaquette spécialement, je regarde un peu. Oui, donc là, enfin, je terminerai avec l'arrêt de la Cour de cassation de 2014, Association Babylou, où on avait, ceux qui ont fait droit du travail connaissent, on a permis à un employeur d'interdire le port du voile d'une de ses salariés euh, par un règlement intérieur. Voilà. Est-ce que Florent, tu veux faire un point sur le référé liberté? Tu n'as pas le temps. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura un peu aidé. Bon courage.